RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand Corps Malade, bonjour. Bonjour. Slammer, auteur, compositeur, chanteur aussi, parce que là il y a de la chanson. Un petit peu, oui. Dans l'album Plan B, donc petit extrait et puis on commence à discuter. Quand pour ton 6e album tu veux sortir en indé, pour la thune et pour la com, il faut trouver des plans B. Quand tu fais 1m60 et que tu veux jouer en NBA, peut-être que ça se tente, mais prévois quand même un plan B. Quand tu veux de belles vacances, mais qu'en juin t'as tout flambé, tu vas squatter l'île de France et tu vas chercher un plan B. Quand tu veux être homme politique, mais tu sais dire que la vérité, ça va pas être très pratique, mieux vaut trouver un plan B. Quand tu rêves d'une carrière sportive, mais que t'es déjà en senior. Quand tu veux créer ton site d'info en Corée du Nord. Quand tu veux être président, mais que tu n'aimes pas les coups bas. Quand tu veux avoir de la classe, mais que tu fais de la Zumba. Quand t'es noir et musulman et que tu veux habiter Béziers. Quand dans un discours de Ménard, tu cherches de l'humanité. Alors, on va y venir la petite phrase sur Robert Ménard, mais Plan B, je disais votre petite phrase, ça vous évitez de la répéter quand même, parce que ça marche, il cartonne l'album, numéro 1 des ventes, le single numéro 1 des ventes aussi. Exactement, le single dimanche soir. Ouais, j'ai appelé le titre de l'album Plan B, car que ce soit pour moi ou pour les autres, les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Jamais imaginé que la vie est souvent une suite de Plan B. Vous êtes remis des remarques de Christine Angot chez Ruquier? Moi, Christine Angot, pour le coup, elle a plutôt aimé l'album, elle m'a rien dit, elle m'a rien fait de mal, mais elle a généralisé mon cas à tous les artistes du monde. Je pense que c'était assez maladroit, c'était une erreur. Il y a des gens qui veulent être artistes depuis tout petit, c'est une vraie passion. C'est moi, en effet, c'est mon plan B. Je voulais être sportif, j'ai eu cet accident. Bon, j'ai découvert cette fibre artistique sur le tard, mais elle a décidé que tous les artistes étaient comme ça, que tous les artistes étaient artistes suite à un échec. Bon, c'était sûrement un peu maladroit. Il y a beaucoup d'artistes. Mais c'était méprisant. Vous avez senti du mépris dans ce qu'elle a dit? Non, même pas forcément. Pas forcément. Je trouve que c'est surtout maladroit. J'ai pas bien compris pourquoi elle a dit ça. En tout cas, elle a vexé pas mal d'artistes et ça, je peux le comprendre. Elle décide beaucoup de choses, Christine Angot, il faut dire aussi. Vous y en même temps, c'était pas la peine de lui filer des tombereaux debout comme elle a reçu sur les réseaux, tu vois. Ouais. Elle a le droit d'avoir son opinion. Effectivement, c'est oui, pas partagé par tout le monde. Méprisante, effectivement, ouais. Mais parce que Plan B, on se dit finalement c'est le plan par défaut. Ouais, un plan B, a priori, c'est plutôt par défaut. Moi, justement, sur cet album et mes plans B à moi, j'ai envie d'expliquer qu'un plan B n'est pas toujours un mauvais plan et qu'il y a des très bons plans B. La preuve, moi, aujourd'hui, avec cette espèce de carrière artistique qui est mon plan B et qui m'épanouit pleinement, c'est sûr. Ouais, mais c'est votre 6e album? 6e, ouais. Et pour une carrière qui a démarré par accident, c'est le cas de le dire, vous êtes devenu une star, vous avez vendu des millions d'albums, vous faites des tournées où ça affiche complet, finalement ça a révélé ce que vous deviez être vraiment, quoi. Ouais, exactement. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est une belle reconversion, c'est un plan B assez étonnant pour moi, mais évidemment très positif. Parce que le premier album il est sorti il y a 12 ans. Ouais, c'est ça, 2006. Midi 20. Midi 20, en 2006, ouais. Vous dénonciez, vous parliez déjà de sujets de société, racisme, pauvreté, misère. Je sais pas si on peut dire dénoncer ça, mais j'abordais certains sujets qui nous entourent, quoi. Et Plan B, il est aussi ancré dans la réalité. Vous avez voulu le mettre sur des sujets de société du moment. Il y a toujours un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a des textes très personnels sur moi, ma famille, mes sentiments. Et puis des fois, il y a un texte qui s'appelle Au feu rouge, qui parle des migrants. Il y a Patrick la chanson sur notre cher élu de Levallois. Donc bon il y a des fois des sujets de société, il y a des textes un peu ouverts sur le monde qui nous entoure. Alors justement, on va écouter Au feu rouge. Après 3 mois de périple dans toutes sortes d'embarcations, elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide, et des inconnus aussi perdus qu'elle, comme seul guide. Marchant pendant des semaines, puis payant à des vautours, le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la Chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge. La chanson, elle est ancrée dans une réalité qu'on voit tous, surtout ici à Paris, dans le nord de Paris, les migrants, les sans-abri, ceux qui effectivement font la manche au feu rouge, que l'on voit avec des enfants dans les bras, puisque vous parlez aussi d'une femme, de la misère. C'est un coup de colère, ce feu rouge ?
Un coup de colère, malheureusement même pas, c'est juste un fait. J'ai voulu faire ce texte assez factuel en fait. C'est pas une prise de position particulière, c'est pas. Ça nous alerte quand même. Ouais, ça nous alerte. Je cherche pas à culpabiliser qui que ce soit. Quand je dis oui, moi des fois je donne une pièce, souvent j'en donne pas, je trace ma route comme tout le monde. C'est juste l'envie de s'arrêter un petit peu derrière sur ces regards qu'on croise au feu rouge. Souvent on parle des réfugiés et des migrants avec des chiffres. On doit en régulariser tant, on doit en expulser tant, on peut en accueillir tant, etc. Là, je veux juste que derrière les chiffres, on s'arrête un peu sur des êtres humains et qu'on prenne le temps de se dire, voilà, il y a des parcours absolument abominables. Ils ont risqué leur vie 100 fois pour arriver là. Au final, ils sont là, ils vivent dehors. Donc voilà, c'était juste redonner un peu d'humanité à ces gens-là, leur donner un prénom, une nationalité, un parcours. Vous êtes allé les rencontrer justement quand vous avez composé cette chanson. Vous êtes allé à la source de différents témoignages. Vous avez lu comment ça s'est passé? Parce qu'elle est très prenante d'abord par les images et puis faut pas oublier qu'une chanson c'est avant tout des mots et si on met de côté les images, on se sent vraiment pris par la chanson. Donc, ouais, je me suis renseigné, j'ai lu pas mal de choses sur le parcours, notamment des Syriens, par où ils passent, etc. Et après, au moment du clip, on est allé les rencontrer, c'est-à-dire qu'on a tourné le clip dans 2 centres de réfugiés, Porte de la Chapelle et Ivry-sur-Seine. Et là, on a rencontré des hommes, des femmes, des enfants, des familles. Et c'est un joli clip réalisé par mon pote Mehdi Idir. Et sur ces portraits, on met à chaque fois leur prénom, leur pays d'origine et leur profession. Et souvent, c'est là où on est assez presque étonné, choqué de dire ah ouais tiens, lui il était comptable, elle était avocate, lui il était coiffeur, voilà. Et là d'un seul coup on se dit bah ouais ils avaient des métiers comme nous et on a presque du mal à imaginer ça. Oui. Donc ils n'ont plus de métier, ils n'ont plus de pays et voilà ils ont plus qu'un regard au feu rouge et j'avais envie de leur redonner un petit peu cette dignité là. Vous n'êtes pas très à l'aise dans ce pays, vous avez l'impression qu'on n'en fait pas suffisamment pour tous ces gens-là. On n'est pas très à l'aise, je sais pas si vous l'êtes, mais c'est difficile d'être à l'aise. Évidemment on a l'impression qu'on est un peu impuissant et puis on trace notre route en voiture et puis des fois on a quand même cette part de culpabilité en disant putain mais c'est des êtres humains comment on fait. Et puis c'est vrai qu'on en entend parler, on a le grand mot les migrants, ça fait un peu peur, qui sont ces gens et on parle jamais vraiment de ce qu'ils ont vécu quoi. Après c'est des constats qu'on fait tous, mais je veux dire ça change quoi? Ça change rien. Parce qu'il y a quand même beaucoup dans ces textes, en fin de compte, voilà, on relate le fait, c'est quelque chose qu'on a tous constaté. Bon, nous on la première chanson, mais c'est tout le sujet qu'on a évoqué sur le plateau. Que quand vous mettez une claque à Balkany ou une Morny Flaménard, on l'a tous fait ici sur le plateau, mais je veux dire voilà, ça n'amène rien de plus parce qu'il y a rien qui change. Et dans ce cas, on fait quoi? On sort pas de disque? J'ai pas dit qu'il fallait pas sortir le disque, mais je dis quelque part que ça mériterait peut-être aussi des textes avec un engagement ou des solutions. On peut pas se contenter militant. On peut pas se contenter toute notre vie de faire que des constats, quoi, je veux dire. Ouais, mais vous faites quoi vous? Mais on est des fois on apporte des solutions qui nous paraissent. Alors, on se fait incendier sur les réseaux parce qu'on a justement lancé une idée. Alors justement, moi, mon engagement entre guillemets citoyen, même si c'est un grand terme, je le fais pas forcément, tu vois, devant les caméras. Là, on a pris rendez-vous avec ces camps de réfugiés. On a rencontré des enfants. Je vais aller faire des ateliers slam. On est allé leur montrer le clip. On a passé des journées ensemble. Bon, voilà, ce truc d'essayer de leur rendre un peu d'humanité. C'est pas juste un texte. Après, on va vraiment les voir. Non, mais après, ça, tu vois, les gens ne le savent pas. Oui, bien sûr. Mais après, le but, c'est pas le fait de te mettre en valeur qu'on le sache pour te mettre en valeur. C'est de se dire que derrière des constats, il y a aussi une action, il y a quelque chose. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Derrière ces constats, des fois, il y a ce truc de qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Moi, j'avais écrit un texte qui s'appelait Éducation nationale, où je trouvais qu'il y avait une éducation un peu à 2 vitesses selon les villes où tu habitais, entre Épinay, Saint-Denis ou Neuilly et le Valois. En Seine-Saint-Denis. Ouais, à Saint-Denis. Bon, voilà, et c'était un constat. Après, on dit, et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais moi, je suis pas ministre de l'Éducation nationale. Si j'avais la solution, j'essaie. Non, mais à chaque fois qu'on s'est rencontrés ici dans les GG, Grand Corps Malade, Fabien, vous vous sentez quand même citoyen, mais citoyen engagé. C'est-à-dire, vous avez les textes qui est le signal d'alerte. Alors, comme vous le disiez, il n'y a pas forcément les caméras. Mais derrière, vous êtes engagé. Voilà. Vous essayez de faire à votre niveau, de faire bouger les choses. Vous sentez une espèce de devoir, en fait. Ouais, devoir. C'est un devoir personnel. C'est une nature, je pense. C'est pas un devoir par rapport au fait que je suis un peu connu, etc. C'est juste, moi, je me sens quand je me sens légitime et que je sens que je peux être utile dans ce petit truc-là, je le fais. Mais en effet, on se sent souvent plus impuissant qu'autre chose. Hein. Mais là, aujourd'hui, simplement, pour rester sur feu rouge, sur les migrants, vous dites, moi, je me sens pas à l'aise. Mais on a souvent entendu des mots comme regardez, on est dans un pays où on traite les gens comme du bétail, on n'en fait pas suffisamment assez pour les migrants, la France devrait accueillir beaucoup plus. C'est votre sentiment aujourd'hui qu'on est
ne donne pas le traitement que l'on doit donner à tous ces gens-là, et qu'on tient plus peut-être compte de l'opinion publique et de se dire on est dans un pays où il y a quand même eu le Front National au 2e tour et que ça nous fait mettre le pied sur le frein. Ouais, je pense un peu ça. J'ai l'impression que on a peur de les accueillir, en effet, parce que l'opinion publique est peut-être pas très favorable à les accueillir. En même temps, quand on donne, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de chiffres, mais quand on donne les chiffres, on se dit que la France doit être quand même capable d'accueillir tant de personnes qui sont pas quand même là juste pour leur plaisir. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on fait pas tout ce qu'on pourrait faire dans 2018 d'un grand pays occidental qui a des moyens où voilà, on pourrait essayer d'être un tout petit peu plus humain. Ouais. Étienne. Moi, je trouve ce qui est vraiment frappant dans cette histoire, excusez-moi, c'est qu'on nous dit quelle est la vieille dame chevrotante qui est avec vous. C'est le décalage. À la radio. C'est Étienne. C'est le décalage dont je m'étais rendu compte à Stalingrad parce que j'avais été avec des bénévoles, et le décalage entre ce qu'on raconte des gens et quand tu y es. En fait, par exemple, le nombre de bénévoles incroyable, mais pas des bénévoles d'associations, des gens qui habitaient autour de Stalingrad, des gens qu'on leur appart autour de Stalingrad, qui descendaient le soir, des nanas qui donnaient des cours à des gamins, qui donnaient des cours d'alpha à des hommes, à des femmes, etc. Et tu te rendais compte que c'était mis en place tout un système de solidarité locale, hein, c'était pas Emmaüs qui débarquait, etc. Et y compris sur la nourriture. Et après, quand tu commences à connaître les gens, tu te rends compte que le discours en défaveur des migrants, il a gagné le discours général. Et alors qu'en réalité, dès que tu plonges, comme tu l'as fait pour le clip, dès que tu plonges, tu t'aperçois que c'est incroyable par rapport comme nous. Ce que t'avais raconté. Tu vois, t'as l'impression que tu vas prendre un couteau dans le dos si t'écoutes. Alors qu'en réalité, ça se passe pas du tout comme ça. T'es plutôt très bien accueilli et c'est pas difficile du tout en réalité. C'est très simple. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a plein de bonnes volontés, et heureusement. Et la France fait des fois, il y a des très beaux petits documentaires justement sur toutes ces bonnes initiatives. Mais souvent, on n'est pas au courant. Et c'est vrai que quand tu vas sur place, tu vois qu'il y a plein de gens de bonne volonté. Quand vous avez réalisé Feu Rouge, le clic, vous êtes allé à la rencontre de tous ces gens que vous avez, vous dites vous-même, discuté. À aucun moment, on s'est dit tiens, il y en a encore un qui veut instrumentaliser notre figure ou notre cas, qui veut jouer avec la misère. J'ai l'impression que non, parce que justement là, pour le coup, dans les 2 centres de réfugiés, c'était Emmaüs Solidarité qui faisait le lien, qui s'occupe de ces centres, et eux, ont expliqué ce que je faisais, qui j'étais, on traduit le texte dans toutes les langues qui étaient là, et justement pour tous les participants du clip qui sachent pourquoi ils sont là. Et puis derrière, évidemment, on avait cette volonté de pas juste venir faire un clip, bonjour, une journée, et puis partir. Donc on y allait déjà à 3 reprises, on allait leur montrer le clip, c'était au moment de Noël, donc on a réussi à trouver un partenariat avec une grande chaîne de magasins de jouets, et puis on a amené des jouets à tous les gamins. Voilà, on a essayé de pas juste venir mettre une caméra et puis dire au revoir, quoi. Grand Corps Malade est avec nous. L'album s'appelle Plan B. C'est sur un label indépendant, c'est ça? Ouais, c'est Anouche Productions. C'est Jean Rachid, mon producteur depuis le début. On a toujours été en prod indé, mais après on était signé en maison de disques pour tout ce qui est promotion, distribution, etc. Là, on a juste un distributeur qui est super, qui s'appelle Caroline. Et pourquoi garder ce côté distribution indépendant, rester on s'est dit que dans votre coin, même si ça marche. Ouais, on s'est dit que c'était le 6e album, c'est notre choix. On s'est dit, on commence à connaître un peu le milieu. Est-ce qu'on a vraiment besoin des maisons de disques? On s'est dit, voilà, on va faire notre petit marketing tout seul, notre com tout seul, nos clips, et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, on est content d'avoir essayé de faire ça. C'est-à-dire, il y a toujours l'album physique, il y a les zones de téléchargement. Maintenant, vous maîtrisez tout le business, quoi. Non, mais on a un vrai distributeur qui s'occupe de mettre l'album physique dans les magasins, qui s'occupe de faire le lien avec toutes les plateformes digitales, etc. Par contre, tout le reste, la promo, les pubs, l'affichage, évidemment la partie artistique, on le gère nous-mêmes. Vous restez avec nous, Grand Corps Malade. Dans un instant, on écoutera d'autres extraits. On continuera de parler, bien sûr, de votre carrière, de la tournée, parce qu'elle va durer jusqu'au mois de décembre 2018. Ouais, même un peu après. En fait, c'est une tournée très longue, mais pas forcément très dense. Mais après, voilà, sur 1 an et demi, on va faire une bonne centaine de dates. Et puis, je sais que Caroline a 2-3 petites choses à vous dire aussi, concernant notamment le film Patient, qui a fait 1 300 000 entrées, qui va se retrouver au César, là, en fin de semaine. Grand Corps Malade est avec nous. L'album s'appelle Plan B. C'est un coup de cœur pour les GG. À tout de suite.
Les Gigi, les grandes gueules, en direct sur RMC numéro 23. L'éducateur Étienne Liebig, la militante associative Caroline Pilastre et le chef d'entreprise fromager Johnny Blanc sont avec nous. Surtout le plaisir d'accueillir Grand Corps Malade dans ce grand oral des Gigi avec l'album Plan B dont on a parlé. On a écouté Au Feu Rouge dimanche soir. Petit extrait, s'il vous plaît. Parce que je te chante sur tes manies mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes. Et qu'à chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux. Et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard, je viens encore juste de te rencontrer. Parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B. Après 10 ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde. Après 10 ans qui ont vu naître les 4 plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Alors là, je peux vous dire que celle-ci, Caroline, elle est au bord des larmes quand elle écoute dimanche soir. C'est une déclaration, c'est une déclaration d'amour dimanche soir. Ouais, bien sûr, une déclaration d'amour à la famille. À la famille, à ma femme, à 10 ans plus de 10 ans de vie commune et voilà. Un amour qui dure, quoi. Il est venu comment ce texte alors justement? Pour être tout à fait franc, à la base c'était pas fait pour être sur un album, c'était pour elle, pour les 10 ans, pour notre anniversaire. Et puis du coup, elle m'a autorisé 1 ou 2 ans plus tard à se dire tiens voilà c'est notre morceau et en même temps plein de gens pourraient s'y retrouver et en même temps comme vous dites j'espère qu'il est totalement pudique. Caroline, je te laisse faire. Oui, toutes les femmes aimeraient recevoir un texte pareil, hein. Être une muse de ce style, hein, c'est magnifique. Non, mais c'est tout en délicatesse, il n'y a rien de pathos, vraiment, j'aime beaucoup. Cher Fabien, je vous suis depuis le premier album. Oui, ça fait très flippant dit comme ça. Mais... Elle est inquiétante cette fille. Ouais, j'apprécie vos textes. Alors, je vais vous expliquer en 2 temps pourquoi je les apprécie. Vous dénoncez des faits de société. Là, j'ai vraiment bien aimé les arrangements de ce dernier album parce que c'est la première fois qu'on vous entend chanter. Il y a des rythmes latinos, donc vous allez sur une autre voie qui est sympathique, donc c'est inédit. Et j'apprécie aussi votre combat. Alors, je vais pas faire de misérabilisme parce qu'une fois de plus, c'est pas du tout mon style. Et moi, j'aime les actions positives. Et vous êtes un parfait exemple. Et je me retrouve justement dans ce que vous défendez, même si nous avons nos éducations, nos personnalités et que personne ne se ressemble. Mais de par votre accident, vous en avez fait quelque chose d'optimiste. Une énergie positive. Complètement. Plutôt que de rester dans un coin, de pleurer, d'être déprimé, ce qui est complètement légitime. Vous avez décidé du plan B. Et le plan B, ça peut être une très bonne chose parce que c'est un moyen comme un autre de s'en sortir, de se raccrocher à la vie et de survivre. Et rien que pour ça, en tant que personne handicapée visuelle, je vous en remercie. Et il y a eu le film Patient. Et le film Patient, bien évidemment, que j'ai été voir parce que le sujet m'interpellait. Les acteurs jouaient très bien et je souhaite que vous ayez vraiment un prix parce que ça serait largement mérité. En plus, ça a été un beau succès cinématographique. Vous avez fait combien, 1,3 million, c'est ça? 1,3 million, ouais. Ouais. Donc voilà, donc vous en attendez et beaucoup. Aujourd'hui, les Césars, parce que vous étiez venu nous le présenter, c'était quand même pas gagné de faire un film sur des patients dans un institut handicapé pour handicapés. Huis clos dans le monde du handicap, très lourd, tétraplégique. Il y avait beaucoup d'humour. Fallait avoir même un peu, fallait être accroché quand même pour voir l'humour des handicapés. C'est un vrai humour qui existe dans ces milieux-là qui sont durs. Du coup, il y a une espèce d'humour salvateur. Et c'est vrai que c'était pas gagné. On a eu un beau succès commercial. Aujourd'hui, on est 4 fois nommé au César. Donc voilà, on va y aller avec toute cette jeune bande d'acteurs là avec qui on a passé des si beaux moments et voilà, pile 1 an après la sortie du film, on va fêter ça au César. Alors bon, on en aura peut-être pas. Et puis si on en a alors j'allais dire, peu importe que vous en ayez un ou pas, franchement. Non, franchement, on a nommé 4 fois. Si 4 fois on ouvre l'enveloppe et 4 fois on reste assis, évidemment on va être déçu. On va pas. On va pas que vous en ayez pas un au moins quand même. 4 fois. On n'est pas favori, on n'est pas favori. Mais bon, évidemment, une fois qu'on est là, on espère se lever au moins une fois. Mais après, au bout du compte, l'aventure de toute façon aura été magnifique. Et comment elle a été vécue justement
cette aventure. Qu'est-ce qui a pu changer grâce au film Patient sur un an? Qu'est-ce que vous avez eu comme retour? C'était que de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. En fait, au départ, c'était un petit film sans acteurs connus, sans tête d'affiche, petit budget, etc. On l'a dit, le thème pas facile. Et puis, petit à petit, on a vu l'accueil d'abord de la profession. On a eu des coups de cœur des exploitants. Et puis, on a eu plein de prix dans des festivals. Et puis, finalement, la presse a été super bonne. Et puis, finalement, ça a été un gros succès commercial. Et avec cette petite bande d'acteurs, on a vécu ça ensemble, vraiment comme une petite famille qui prend les bonnes nouvelles les unes après les autres. C'était, il y a un titre sur l'album Plan B qui s'appelle Ensemble. Je pense qu'il m'a été plus ou moins directement inspiré de cette aventure d'équipe du cinéma. C'est-à-dire qu'on a vraiment vécu ça ensemble, quoi. Ouais, mais ça a pu changer les choses justement par rapport à ce que disait Caroline sur à la vision du handicap. Je sais pas, la vision du handicap. C'est difficile à dire. J'espère que pour je sais pas, mais ne serait-ce qu'une poignée d'individus qui ont vu le film, et peut-être après quand ils voient une personne handicapée dans la rue, ils la voient un peu autrement, moins d'a priori, de se dire tiens, c'est vrai que derrière le fauteuil ou derrière la canne blanche, il y a un mec qui a peut-être de l'humour, qui est peut-être aussi une caïra, qui est peut-être aussi un beauf, voilà, comme tout le monde, un être humain par entière. Être humain par entière, exactement. Vous êtes, vas-y, je dis au niveau du slam, ce qui est un petit peu, c'est ni de la chanson, c'est ni du rap. Le public que vous avez dans vos salles de concert, ça touche une génération particulière? Non, c'est vraiment... très très large. On a des enfants, des ados, on a du 3e âge, et je suis très très heureux de ça. Ouais. Micro, Johnny, parce que voilà, quand tu restes bien droit, parce que Fabien, il sait, de temps en temps, ça fait 10 ans que tu es dans les grandes gueules. T'as encore du mal à oublier qu'il y a un micro. Il a pas sorti son premier album. Caroline, question, puis on écoute un extrait encore. Moi, je voudrais savoir, justement, comme vous avez aimé jouer et participer à ce film, est-ce que vous avez envie de réitérer dans le cinéma peut-être d'autres rôles ou des documentaires dans plus le axés cinéma, sur les sujets sociétaux? Non, avec Mehdi Dir, là, mon acolyte coréal du film, on a déjà écrit un deuxième scénario. Ouais. Sur un autre sujet, ça va parler d'école en banlieue nord, à Saint-Denis, l'école, un collège dans une ZEP, comme la fameuse éducation prioritaire. Donc on va essayer de pas mal déconner et rigoler avec tous ces gamins de ces collèges-là. Ah, ce serait plus une comédie sociale. Ouais, sociale. On va essayer de se poser aussi des questions sur le système scolaire dans ces zones-là, et on va suivre un peu ces destins-là. Un peu toujours sur du vécu quand même. Donc tu traites vraiment ce que tu. Ouais, bien sûr. Alors là, il n'y a rien d'autobiographique, mais on va s'appuyer. Nous, on a grandi à Saint-Denis avec Mehdi, on était dans ces écoles-là. Alors attention, on va parler d'une école en 2018, donc les problématiques ont un peu changé, ne serait-ce qu'avec les portables, les réseaux sociaux. On est allé dans des collèges, on a vu des CPE, on a discuté, on a enquêté un peu pour essayer de pas être à côté de la plaque. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on s'appuie sur un milieu qu'on a connu. Avec des noms professionnels encore. Ouais, vous tenez à cette patte-là, quoi. Là, on a commencé le casting. C'est tout récent. On commence là. Et évidemment, on va dans les collèges, dans les lycées, de banlieue et d'ailleurs pour trouver des petits talents qui ne savent pas encore qu'ils sont comédiens. Et le film serait pour quand alors, pour une sortie on va tourner cet été en août-septembre là, et puis le film 2019, je sais pas exactement quand, mais peut-être printemps 2019. Un petit extrait musical s'il vous plaît encore, parce que Grand Corps Malade est avec nous dans ce grand oral des GG. Tu marches fièrement dans ta ville, où tout le monde te voit comme un roi. Tu as rendu la vie plus belle pour ceux qui habitent le Valois. Les entreprises viennent à l'appel, mais pas trop les logements sociaux. Du coup ta ville est bien plus belle, c'est vrai que les pauvres, c'est pas beau. Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick, c'est bien toi le plus grand. Chanson pour Patrick Balkany. Je rigole jaune là, mais bon. Chanson dédiée à Patrick Balkany, tournée devant le panneau de la ville de Valois, du Valois. Et le guitariste. Ça s'est bien passé. On vous a pas essayé D'où elle est venue celle-là? Celle-là, ça fait au plus d'un an que je l'ai écrite parce que voilà, j'écris selon l'humeur du jour sur des trucs qui m'inspirent. Et lui, il m'inspire. Il est fascinant. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des lois. C'est le meilleur. Il est trop fort. J'ai une vraie fascination pour Balkany. Vous l'avez rencontré déjà ou pas? Non, jamais. Non. Vous avez invité à la mairie? Suite au fait de tourner devant la mairie? Non, il m'a pas invité. Non, j'espère. Je lui dis à la fin du morceau, j'espère que tu nous inviteras en concert à Levallois. Et puis par contre, je dis dans la chanson, je veux un cachet, mais je veux être déclaré. Je prends pas de cash. Pour vous, c'est une incompréhension que les affaires autour de Patrick Balkany, ça dure aussi longtemps et qu'il n'y ait pas de procès, qu'il n'y ait rien. Ouais, ça aussi, c'est fascinant. Comment on peut avoir autant de mises en examen depuis plus de 30 ans et d'être élu de la République. C'est pas rien d'être élu de la République quand même. Donc ouais, ça fait partie des grandes interrogations
d'interrogation face évidemment. Vous allez être tricard, vous n'allez plus rejouer à Levallois. Ouais, ça me laisse encore quelques autres villes, ça va. Ça va être compliqué. Du Parce coup, que vous y étiez passé à Levallois. Ouais, j'y étais passé. Et d'ailleurs, il me l'a dit, il a réagi quand il a entendu la chanson, il a dit c'est marrant, il a rien dit sur le père, il s'appelle le père. Il a rien dit sur le père quand il a joué à Levallois, il a pris son cachet, il a dit merci. Et donc je le dis dans la chanson, oui, j'ai pris mon cachet, au moins là on sait où va l'argent. Et du coup, s'il me ravite, je reviens avec grand plaisir. Mais il a dit attention, si tu passes, tu refais pas. Mais moi, je voudrais parce que Johnny, vous disiez, votre public, alors aujourd'hui, il y a des morceaux chantés, il y a un peu de rythme latino d'ailleurs dans cet album. Mais vous passez sur quelle radio, alors du coup, Grand Corps Malade, sur les radios spécialisées dans le rap? Vous passez sur Nostalgie, uniquement sur le service public, alors, dans les radios rock? J'ai la chance d'être invité, notamment chez vous, chez les généralistes, les Europe, Inter, etc. Dans les émissions, par contre, je ne suis quasi jamais depuis 12 ans sur ce qu'on appelle les playlists, c'est-à-dire les radios musicales qui passent des titres. Je sais pas, je dois être un peu hors format. Les radios adultes pensent que c'est un truc de jeunes, les radios jeunes pensent que c'est un truc adulte. C'est vrai que jusque-là, il n'y avait pas trop de refrains, pas forcément chanté. Donc c'est une frustration parce que quand même la radio, c'est quand même le média de la musique. Donc j'aimerais que partout en France, on puisse m'entendre à la radio. Et en même temps, c'est peut-être une petite fierté de se dire que ça fait 12 ans qu'on fait qu'on vend des disques et qu'on fait des belles tournées sans le soutien des radios. Alors là, pour la première fois, ce qu'on disait tout à l'heure, on a un titre dimanche soir qui est premier du classement single. Voilà, grâce au passage télé notamment. Et peut-être que du coup ça va aller réveiller les radios, puisque là pour une fois les radios ont la preuve que le public aime bien des titres. En général, un artiste et ses agents appellent les radios en disant écoutez, là il y a quelque chose qu'on comprend pas, il n'y a jamais de raison ou de bonnes raisons, de bonnes explications pour vous dire. Ouais, c'est hors format. Il dit c'est hors format. C'est dingue parce que vous êtes grand public et vous avez du succès. Peut-être que les morceaux chantés là vont peut-être. Linda Lemay, elle est passée en radio. Alors, elle passe pas non plus en boucle. Bien sûr. C'est comme ça. Les programmateurs sont un petit peu frileux, c'est-à-dire que ils ont leur tête depuis 10, 15, 20, 30 ans, et quelles que soient ces têtes-là, ils peuvent sortir n'importe quoi, ils passeront à la radio. Et puis par contre, peut-être que le premier qui passera vraiment un titre un peu en boucle, peut-être ça ouvrira des portes. Mais bon, je suis pas trop le meilleur pour l'analyser, je sais pas. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment ancré dans la société. Vous revendiquez vos racines banlieusards de Saint-Denis. C'est vraiment une marque de fabrique chez vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de la polémique autour de Ménel, la chanteuse Ménel et son éviction de The Voice, Grand Corps Malade? J'avoue que j'ai trouvé, alors cette phrase, j'allais dire maladroite, c'est plus que ça. Cette phrase, elle est pas maladroite, elle est violente. Je parle de la phrase de Ménel qui a été retrouvée. Oui, sur les réseaux sociaux, sur les complots. Après, moi, de ce que j'ai entendu, alors j'ai suivi ça de loin. J'avoue que je suis en promo, donc je suis pas sûr d'être au top de cette actualité. Mais j'ai entendu dire que ça a été retrouvé sur des conversations Facebook privées. Et dans ce cas-là, je trouve ça un peu dur quand même de faire un tel cataclysme sur cette phrase-là qui était dans la sphère apparemment privée. Alors voilà, c'est les aléas d'Internet, tu peux aller retrouver tout et n'importe quoi. Et dans ce cas-là, voilà. Alors je cautionne, mais alors jamais de la vie cette phrase-là, qui est je trouve assez violente. Maintenant, si c'était dans la sphère privée et qu'on se s'empare de ça pour la virer d'un jeu télévisé où visiblement elle avait des bonnes chances et elle a beaucoup de talent, voilà, je trouve que c'est un peu dur. C'est parce qu'elle avait un foulard autour de la tête. Surtout qu'on est allé voir. On a toujours ce problème. Une partie de la France a problème avec ça. J'espère au fond de moi que c'est pas ça. Si on en est encore là, c'est vraiment qu'on a vraiment pas avancé. Si c'est parce qu'elle a chanté en arabe et qu'elle a un foulard sur la tête qu'on est allé fouiller son passé et ses conversations privées, dans ce cas-là, c'est grave. Ah oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Ce qui s'est passé. C'est pas par rapport au voile. Tout le monde fait l'amalgame. Ça n'a rien à voir. C'était avec les tweets qui sont du prosélytisme. Mais c'est pourquoi est-ce qu'on y est allé? C'est parce qu'elle avait un profil particulier, si tu veux. Donc on s'est dit qu'elle et la deuxième strophe, non, mais elle a quand même été prise pour ça au départ. Elle a bien fait The Voice, donc on peut pas parler de conspiration, puisqu'elle est allée sur le plateau de TF1. Donc à un moment donné, elle est jolie, elle chante bien. C'est pas une question de foulard, c'est une question de commentaires, de propos et d'idéologie. Oui, mais parce qu'on est allé gratter. Mais est-ce que si elle n'avait pas eu le foulard et qu'elle n'avait pas chanté en arabe, est-ce qu'on serait allé autant gratter dans des conversations Facebook privées? En attendant, on a bien trouvé quelque chose. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça, je suis d'accord. C'est tout. Fabien, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire Hallyday, Johnny et l'étalage comme ça de ce qui se passe, la guerre de succession et d'héritage? Est-ce que tu vas déshériter tes enfants?
Non, mais je trouve ça dur, quoi. Enfin, je trouve ça dur. Enfin, j'ai pas vraiment d'avis. Je suis pas pour Laetitia ou pour les enfants. Alors, je trouve ça quand même dur. Parce que l'opinion publique est prise à témoin avec ces histoires. Ah, c'est vrai que pour les enfants, ça paraît dur. C'est quand même ses enfants, c'est le sang, c'est la chair, et qui touche rien ni sur les éditions, ni sur les royalties, ni sur l'immobilier de Johnny. C'est vrai que bon, ça paraît un peu dur pour eux, et je comprends leur douleur. Après que évidemment, bon, bah voilà, c'est Johnny, c'est hors norme. Alors tout ce qu'il fera, tout ce qui se passera, tout ça sera toujours étalé dans les médias. Vous étiez croisés ou pas? J'ai écrit pour lui, moi j'ai eu la chance d'écrire une chanson pour lui, donc bien sûr je l'ai croisé. Et alors, c'était qui Johnny? Bah moi, c'est pas mon pote, c'était pas mon pote non plus, mais de ce que j'en ai vu, c'est un vrai gentil, mais vraiment. C'est-à-dire que, bah voilà, il est quand même dans une bulle tellement une sphère tellement incroyable, tellement idolâtré par tout le monde, tellement médiatique, que c'est difficile d'avoir accès au vrai Johnny. Mais moi, de ce que j'en ai vu, c'était un vrai gentil, quoi. Il posait ce regard sur toi, il te posait des questions, il se renseignait, et j'ai passé, je le connais pas très bien, mais j'ai passé 2-3 moments avec lui assez incroyables. C'est assez incroyable, c'est-à-dire? C'était un compagnon de fête aussi? Ouais, j'ai passé une soirée avec lui assez arrosée où Johnny s'est complètement lâché et où là, d'un seul coup, il a l'alcool. Il a l'alcool amour, tu vois. C'est pas l'alcool violent ou l'alcool beauf. D'un seul coup, il était adorable avec tout le monde. Et moi, il m'a dit des trucs, mais tellement gentils, tellement sur la chanson que je lui avais écrite. Et puis, il me parlait de ma béquille. Il se renseignait, mais comment on pourrait faire? Ouais, mais vraiment. Et il disait, ça me fait chier cette béquille. Ouais, je suis sûr qu'on peut trouver des trucs. Il y a peut-être des médecins des méthodes. Et je dis, non, mais Johnny, tu sais, je reviens de loin. Déjà, tout va bien. Je suis autonome. Mais voilà, il était vachement touchant, quoi. Et c'était normal l'hommage national, les obsèques nationales pour Johnny, ou ça vous a un peu titillé? Non, je trouvais ça normal. C'est un être hors norme, donc qu'il ait des obsèques hors norme, moi ça m'a pas choqué. Voilà, qu'il y ait de la preuve. On a forcé personne à venir sur les champs. Il y avait 1 million de personnes. Merci Fabien, merci Grand Corps Malade d'être passé par le Grand Oral CGG. L'album s'appelle Plan B. Jetez-y une oreille et un œil. Allez regarder les vidéos, bien sûr. Écoutez-le. Et puis bonne chance. On croise les doigts. Ça serait sympa parce que c'était grande gueule le film, c'est pour ça patient. On croise les doigts pour ce qui se passe au César. Mais ça soit un peu comme les petites équipes de foot qui d'un coup bousculent l'ordre établi. Merci Fabien. Allez, on y va pour le GG. Vous, on enchaîne. C'est Valentin qui va reparler avec Johnny Blanc.